Les mains d'un gardien, c'est son outil de travail. Et pour ne rien laisser filer, vous le savez, il faut du grip. La dernière technologie des gants Decathlon a de quoi vous aider dans vos prises de balles. Le Giga Grip, avec ses 3,5 mm de latex et 3 mm de mousse, a une accroche parfaite. Selon votre style de jeu, vous avez le choix entre un gant plus traditionnel avec le Viralto ou un plus moderne avec le CLR. En Ligue 2, Florian Escalès et Pierre Patron les ont déjà adoptés. Donc si ça vous intéresse vous aussi, retrouvez tous les gants de Decathlon en lien dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de La Voix des Gardiens. J'en profite pour les remercier une nouvelle fois de soutenir le podcast et de vous proposer ce nouvel épisode. Quand je m'occupe de jeunes gardiens de but, il y a 3 choses que je leur dis. La première des choses, c'est que vous allez être le meilleur alibi de votre entraîneur. Souvent, chez les jeunes, c'est toujours la faute du gardien. 2, que vous allez être jugé par des gens qui savent pas ce que c'est. Et 3, que vous allez défendre des couleurs que vous portez jamais. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous le savez, depuis maintenant 3 saisons, mes invités se livrent en longueur avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pendant cette saison 4, on va continuer à se pencher sur la grande famille des gardiens, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous, diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez La Voix des Gardiens grâce à cet épisode, 3 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Et pour ce nouvel épisode de La Voix des Gardiens, on va effectuer un retour en arrière dans un football que certains n'ont pas connu. Pour d'autres, c'est celui de leur enfance, à la rencontre d'un gardien d'une autre époque et d'un match mythique avec les Bleus. Gardien fidèle aussi à un seul club, l'AS Monaco, ce qui lui a longtemps permis de détenir le record du nombre de matchs joués en Ligue 1 avant que Michael Landreau le dépasse. Bonjour Jean-Luc Ettori. Bonjour. De Séville 82 et ce fameuse France-Allemagne à Monaco en tant que joueur puis entraîneur, on va retracer toute ta carrière et essayer de comprendre quelle différence il y avait entre les époques, en quoi le poste a changé, en quoi il est resté le même. Ça, c'est pour la partie joueur. Et puis l'entraînement aussi, avec Fabien Barthez qui a dit à ce micro qu'il t'avait réclamé à Monaco à l'époque, ce qui te mènera sur le banc pendant plusieurs années jusqu'à la finale de Ligue des Champions avec Didier Deschamps. Mais avant ça, première question, je la pose à tous les invités. C'est quoi un bon gardien aujourd'hui, en 2025 ? La question serait plutôt quelle est la qualité principale de mon gardien. C'est simple, c'est de détester de prendre des buts. Mais c'est une phrase qui est pas de moi, hein. C'est Lev Yashin qui avait dit ça. Donc je la reprends, mais c'est tout à fait ça. Détester de prendre des buts, c'est primordial pour un gardien de but. Quelque part, il y a une chose qui n'a pas changé, hein, c'est la grandeur des buts. Donc avant aussi, il fallait arrêter les ballons. Justement, au niveau de la grandeur de but, tu fais 1m74. Est-ce que tu aurais pu faire carrière aujourd'hui dans les centres de formation, avec les critères, avec cette évolution-là et surtout, qu'est-ce qu'à l'époque, tu avais dû travailler pour compenser cette taille par rapport à la taille des buts qui elle, n'a pas changé? Il est clair qu'aujourd'hui, ça serait 1m74, c'est rédhibitoire. Hein. Si vous appelez un club et vous dites il y a un bon gardien, la première chose qu'on vous demande, c'est la taille qu'il fait. Donc, quelque part, je dirais que la différence par rapport à l'époque où je jouais, c'est que avant on était actif, aujourd'hui ils sont réactifs. Et qu'est-ce qui a remplacé le déplacement? C'est l'envergure, c'est la taille. Donc, il est clair que dans le football actuel, un gardien de but d'1m74, il aurait du mal. Ou alors il faudrait qu'il soit très joueur et très courageux et très très fort parce qu'il aurait son déficit de taille serait rédhibitoire pour lui, quoi. Tu viens de le dire, les gardiens étaient actifs, maintenant ils sont devenus réactifs. Comment tu juges cette différence? En quoi c'est différent dans l'approche du poste? On pourrait parler des ballons, on parlait de la densité dans les surfaces de réparation. Avant, je dirais qu'on avait un peu plus de temps pour lire la trajectoire, donc ça nous permettait de nous déplacer. Et c'est pour ça que les gardiens de but d'une taille moyenne pouvaient jouer un bon niveau. Est-ce que toi, il a fallu que tu compenses par d'autres qualités de vivacité, de déplacement par rapport à cette taille? Est-ce que quand tu étais en centre de formation ou en arrivant... C'est le mot compenser qui m'embête un petit peu parce que moi j'étais comme ça, donc j'allais vite, j'avais une détente pas hors norme, mais une très bonne détente. J'allais vite, et j'avais une bonne lecture de trajectoire, donc j'ai adapté mon style
quelque part aux qualités physiques que j'avais. Et comment t'es devenu gardien au tout début? C'est comme tous les gardiens de but, hein, c'est un peu par hasard, à 14 ans dans mon club. Cercle Paulbert de Rennes. Et puis à 16 ans et demi, j'ai joué en première, et pour moi c'était le Graal, hein. Ça me suffisait largement. Et puis les dirigeants de l'époque de ce club de division d'honneur ont jugé que j'étais un peu trop jeune pour continuer. J'avais fait les 4 derniers matchs de la saison. Les dirigeants ont jugé que j'étais un peu trop jeune pour faire la saison d'après. Et donc c'est mon père, hein, qui était pas très content. Et comme j'étais junior de l'Ouest à l'époque, j'avais accès au concours d'entrée à l'INF. Il m'a dit bon, puisqu'ils veulent pas te faire jouer, tu peux présenter ça. J'ai présenté ça, et puis après il est arrivé ce qui devait arriver quelque part. Et ce qui t'a plu dans le poste au tout début, c'est les plongeons, c'est la responsabilité, c'est d'être décisif, c'est quoi? C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. C'est un peu. On sait que c'est un poste à part. Hein. Comme aujourd'hui, c'est le seul joueur qui peut perdre ou gagner un match tout seul quelque part. Donc c'est ce côté un peu solitaire mais incontournable qui m'a plu. Et concernant l'INF, comment ça se passe? Donc du coup, tu fais les tests. Je fais les tests. Alors c'était pas Clairefontaine à l'époque, c'était à Vichy. C'était à Vichy. Je fais les tests. Je suis pris. J'ai beaucoup appris à l'INF. On apprend la résilience, la patience, la valeur du travail. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur et un entraîneur de gardien de but, parce qu'il faisait les deux. C'est Gérard Banide qui m'a beaucoup appris. Et comme je suis parti en 75 à Monaco, lui il est arrivé en 76. Et pour moi, c'était du pain béni. Pour ma carrière, c'était du pain béni. Vous vous êtes retrouvé après Complètement. Et sur la formation, est-ce qu'il y a déjà des spécifiques au quotidien? Est-ce que à Vichy, oui, mais c'était un peu une révolution quelque part. Pour nous, gardiens de but, on n'avait pas connu ça. On n'avait jamais connu ça. Donc, pour nous, c'était top. On a touché à tout, du trampoline au terrain, à la muscu. Non, vraiment, pour nous, on était sur notre planète. Ouais, parce que jusqu'à 17 ans, et donc que tu signes à l'INF, quand tu montes en pro dans ton club amateur, t'as jamais eu un spécifique de toute ta formation. Non, t'étais au milieu des autres joueurs de champ. Tu te mettais dans les buts quand il y avait des petits jeux, et puis des séances de frappe, mais c'était les seuls spécifiques que tu avais, quoi. Et quand après, toi, du coup, avec l'évolution, le renforcement des staff pro, et même après, toi, tu es devenu entraîneur des gardiens, quand tu vois cette évolution en à peine, en très peu de temps, comment tu juges le poste? Alors, C'était une obligation, hein. C'était quelque part. Il a fallu comprendre quand même à un moment que gardien de but, c'était d'abord un poste compliqué. C'était un poste à part. Moi, quand j'ai des jeunes gardiens de but, quand je m'occupe de jeunes gardiens de but, il y a 3 choses que je leur dis. J'ai dit, si vous voulez jouer gardien de but, la première des choses, c'est que vous allez être le meilleur alibi de votre entraîneur. Souvent, chez les jeunes, c'est toujours la faute du gardien. 2, que vous allez être jugé par des gens qui savent pas ce que c'est. Et 3, que vous allez défendre des couleurs que vous portez jamais. Si vous êtes prêt à ça, c'est ça, gardien de but. Et donc, si on revient à l'INF, la formation, comment elle se passe? Donc, du coup, là, tu quittes bien. Alors, la première année, il y avait 3 équipes, mais on jouait entre nous, A, B et C. Et après, on a été inscrit en championnat. Il y avait une équipe en CFA, aujourd'hui la Nationale 2. Une équipe en DH et une équipe en PH. Moi, j'ai fait que 2 matchs sur les 3 ans en CFA. J'ai plus joué en DH ou en PH. Et puis après, il y a eu l'invitation de l'AS Monaco pour que j'aille faire un match amical avec l'AS Monaco contre Lyon à Lyon. Les deux clubs, les 2 équipes premières des deux clubs professionnels. Donc quand j'ai appris ça, j'ai été voir Monsieur Pibaro, qui était à l'époque le directeur de l'INF. Lui, il a dit non. Pour lui, les joueurs de l'INF, où on les prenait pas, ils étaient prêts. Ok. Donc, je suis retourné le voir. J'ai dit bon, c'est quand même une chance à saisir pour moi, c'est important. Donc, il a dit bon, d'accord, alors tu y vas, mais tu dis pas que t'es de l'INF et tu joues pas sous ton nom. Donc, j'ai joué sous le nom du deuxième gardien de but de l'AS Monaco, qui s'appelait Charpentier à l'époque. Ok. Donc, j'ai fait ce match avec sous le nom de Charpentier, et je suis arrivé. C'était Alberto Muro, l'entraîneur. Il m'a dit avec son accent argentin, bon petit, c'est toi qui joues après un mi-temps. J'ai joué après un mi-temps. J'ai pris un but de Bernard Lacombe.
Je pensais sortir à la mi-temps, ça s'était bien passé, mais je pensais sortir à la mi-temps. Il m'a dit, non, petit, tu fais encore la deuxième mi-temps. Donc j'ai fait la deuxième mi-temps, encore un but de Bernard Lacombe. Alors à chaque fois qu'on se voyait après, je disais, t'as fait briser ma carrière quand même, Bernard. Hein. Avec le doublé, là, t'as failli te passer à Monaco. Et donc retour à l'hôtel le soir, et puis l'histoire est partie de là, sous le nom de Charpentier. Sympa. Et donc, à quel moment tu deviens Jean-Luc Ettori alors à Monaco? Ah ben, une fois que je, bon, il savait l'AS Monaco que c'était Ettori, donc c'était un accord entre l'INF et l'AS Monaco, donc non, il y a pas eu de problème. Donc j'ai reçu mon contrat à la maison et 1er août, je crois, à 75, j'ai débarqué en Principauté. C'est à ce moment-là que tu commences à prendre conscience que ça peut devenir sérieux, ou alors c'est avant à l'INF? Est-ce que à ce moment-là tu réalises pas encore? Enfin, est-ce qu'il y a j'ai des rêves de foot professionnel ou pas? Bah oui, à partir du moment où tu fais ça. Alors, la chance que j'ai eu moi, c'est que j'ai pas vraiment eu le choix. Hein. J'étais rentré dans le monde du travail. Ça fait 2 mois que j'ai enlevé le bobinage des moteurs électriques. Donc quand on m'a dit peut-être tu vas jouer au foot, j'ai pas hésité longtemps, quoi. Et donc l'arrivée à Monaco, comment ça se passe? Bien. Puis bon, je découvre un lieu magnifique déjà. Et puis je sentais une vraie confiance envers moi. Donc après j'ai fait 2 ans à l'époque la réserve de l'AS Monaco jouant en division d'honneur. Donc j'ai fait 2 ans avec eux. Entre-temps, j'ai remplacé Christian Montes, si je m'en rappelle bien, à Bordeaux, 21 décembre 75. Et après, je n'ai rejoué en pro, en championnat, que le 2 août 77 à Bastia. Et t'as quel souvenir de cette première? Parce que c'est une défaite, vous perdez 3-1, mais t'as quel souvenir? Mais bien, mais je sais que le match n'était pas trop mal passé. Bon, cette année-là, je crois que Monaco descend en seconde division, donc on avait du mal en championnat. Et moi, je savais que j'étais que de passage, que j'allais pas m'installer dans l'équipe, hein, parce que le gardien de but de l'époque, il était bien installé, donc c'était compliqué de lui prendre sa place. Mais c'est vrai que ça m'a donné envie d'y revenir le plus vite possible, même si j'ai attendu 2 ans pour y revenir. Parce qu'après, du coup, quand tu revoues, c'est quoi? Monaco descend et remonte, et du coup, quand tu joues Bastia, c'est en première division? Tout à fait. L'année où on remonte, c'est moi qui commence le championnat, parce que le gardien de but titulaire de l'époque, Yves Chauveau, se blesse. 2 jours avant, j'apprends que c'est moi qui vais jouer. Et là, en 2 jours, t'apprends que tu vas faire tes débuts en... C'est bien que d'avoir appris ça que 2 jours avant. Et sur cette époque-là, au niveau du poste, donc là, t'as à nouveau des spécifiques avec Monsieur Banit, c'est ça? Disons que je m'entraînais avec les pros, et Gérard Banit, c'était le directeur du centre de formation, donc il s'occupait de la formation. Mais quand je sentais que j'avais besoin, je tape à la porte. Monsieur Banit, je peux venir? Je disais, bien sûr, viens. Donc j'ai eu la chance, moi, avant l'heure, quelque part, avant que ce qui se passe dans tous les autres clubs professionnels en France, tout du moins, d'avoir des spécifiques régulièrement. Ensuite, Monaco, c'est les belles années. À partir de 78, vous êtes champion. Après, il y a 82, 88, des Coupes de France. C'est les belles années de l'AS Monaco. Toi, en tant que gardien, comment tu les vis? Est-ce que tu ressens entre guillemets, cette euphorie depuis ton but? Toi aussi, tu grandis avec le club. Comment ça se passe ces années-là? Ouais, top. Quand tu veux faire cette carrière-là, d'abord le premier objectif, c'est de jouer en pro. Après, tant qu'à faire, c'est de jouer dans une équipe compétitive. J'ai eu la chance de faire ça, moi, dans l'ordre. Et puis, tant qu'à faire, dans un endroit sympa. Donc, Principauté, il n'y a pas plus sympa que ça. Donc, non, moi, j'ai vécu ça comme dans un rêve, mais tout en travaillant pour que je me réveille pas quelque part. Donc, Et concernant ces années-là, toi, individuellement, est-ce que tu as le sentiment aussi de grandir avec le club Forcément, hein, il y a eu, je dirais qu'il y a eu 3 périodes. La première période, 77 à 85, l'ancien Stade Louis II, où on était des amateurs privilégiés quelque part. Après, il y a eu le passage au nouveau Stade Louis II, et puis aussi l'arrivée en 87-88 d'Arsène Wenger, où on est passé dans une autre dimension quelque part, où
où une qualification en Coupe d'Europe était quasi obligatoire, enfin, etc., etc. C'était autre chose, mais j'ai pris beaucoup de plaisir dans ces 3 périodes de ma carrière. Et après, quand tu rejoues contre Bernard Lacombe, parce qu'il a fait sa carrière en première division aussi, est-ce que tu avais ce souvenir-là Je crois qu'il m'a marqué quelques buts, hein, Bernard. Pas autant que ça, mais il m'a marqué quelques... Mais bon, après, c'était plus une petite boutade entre nous. Quand il me disait, tu te rappelles, 2 buts quand même, je t'ai marqué. Hein, ouais. Je lui disais, ouais, t'as failli briser ma carrière, mais bon... Non, mais c'était sympa. Bernard est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Autre grand attaquant que tu as côtoyé à Monaco, Delionis. Toi, en tant que gardien, quand tu le voyais à l'entraînement... Moi, il m'emmerdait grave. Parce que lui, si on faisait une séance de frappe, il faisait pas la séance de frappe. Il se mettait devant moi. Si je relâchais, il le mettait dedans. Et puis, s'il la mettait avec tout ce que peut engendrer un but pour un Argentin. Les relais, les machins, donc voilà, c'était toujours un jeu entre lui et moi, mais il m'a fait progresser en tous les cas. Sur quoi? J'ai essayé de pas la relâcher. Fallait les garder. Fallait les garder le maximum pour pas se faire chambrer déjà. Mais c'est Michel Etor que j'ai reçu dans ce podcast. Quand je lui ai demandé, tu le verras à la fin de l'interview, je demande toujours l'attaquant le plus coriace que le gardien a affronté. Il me disait à chaque fois que je relâchais un ballon, ça finissait dans ses pieds. Donc c'est pas forcément l'attaquant qui était le plus spectaculaire et tout ça, mais dès que je relâchais un ballon, c'était dans ses pieds. Delio, c'était un aimant. Le ballon, il cherchait l'aimant. Non, Delio, il avait cette capacité à mettre toujours la bonne surface au bon moment, donc et d'être toujours là. On connaît le Roland Courbis entraîneur, on connaît le Roland Courbis consultant, mais le Roland Courbis défenseur que tu as connu à Monaco. Magnifique. Après, moi, je sais pas si je vais être vraiment objectif avec Roland, parce que Roland moi, je débutais, il m'a beaucoup apporté en tous les cas. Il avait des phrases percutantes, mais qui te faisaient bien comprendre que il y en a une que je dis souvent, ça fait toujours sourire les gens, mais il me disait toujours, petit, je préfère que tu fasses une couille à 100% qu'une demi-couille. Si tu as décidé d'aller jusqu'au bout, quelque chose tu vas attraper. La pire des choses, c'est de t'arrêter au milieu. Et c'était beaucoup comme ça. Moi, je savais que si un gars débordait, je commençais déjà à anticiper le ballon au second poteau, parce que je savais que lui, il allait au premier poteau tout le temps. Il le disait, si on prend au premier poteau, c'est ma faute. Si on prend le deuxième, c'est ta faute. Moi, j'ai beaucoup appris avec Roland. Justement, ces joueurs d'expérience quand on est jeune gardien, quand tu arrives à Monaco, comment, en tant que jeune gardien, même là aujourd'hui avec des gardiens qui nous écoutent, comment on peut s'imprégner Moi, j'étais, comme je dis toujours, j'étais un peu le chouchou de tous ces gars-là. J'étais un spectateur privilégié de toutes les bêtises qu'ils ont pu faire, et surtout de leurs discussions à table autour du foot. Ces gars, ils vivaient pour le foot. Et ça, c'était extraordinaire. Et sur cette expérience-là, quand on est jeune gardien, si on s'adresse aujourd'hui aux jeunes gardiens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il faut essayer de prendre chez les joueurs d'expérience? Alors, quand ils sont en centre de formation et qu'ils vont s'entraîner avec les pros des fois, ou même quand ils sont dans un club amateur, il y a toujours des plus anciens qui sont déjà en équipe senior, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut emmagasiner? Alors après, c'est toujours difficile de dire à un jeune, il faut écouter l'ancien. Mais bon, c'est comme ça depuis Confucius, il a dit, hein. Un jeune impatient debout voit moins loin qu'un vieillard assis, hein, quelque part. Donc c'est important d'écouter les anciens, je pense. Enfin, les anciens, j'aime pas tout le monde terme, mais ceux qui ont un peu plus d'expérience. La première division, tu le disais, tu as vécu toute ta carrière à Monaco, 602 matchs, jusqu'à ce que Michael Landreau te dépasse sur sa fin de carrière. Mais moi, le chiffre qui me plaît le plus, c'est 755 matchs officiels pour l'AS Monaco. Elle te vient d'où, cette fidélité à l'AS Monaco? J'ai répondu à cette question il y a pas très longtemps à un journaliste. J'ai dit, mais je jouais dans l'un des meilleurs clubs de France, dans un endroit magnifique, et je me suis complètement identifié à ces couleurs-là, donc aucune raison d'aller voir ailleurs. Et qu'est-ce qu'il a représenté ce record Je suis fier de ça, quelque part. Fier d'avoir fait... j'ai eu 5 ou 6 entraîneurs en première division avec l'AS Monaco, d'avoir fait l'unanimité avec ces gens-là. Puis mes coéquipiers, quand je rencontre mes anciens coéquipiers aujourd'hui, c'est top toujours. Donc non, je pense que j'ai ma plus grande fierté. Je dis pas que j'étais à 100%, mais j'étais à entre 85 et 90% longtemps. Ça, c'est bien.
Et concernant, tu disais, la fin de ta carrière, il y a eu la première évolution du poste avec la fin de la passe en retrait. Oui, j'ai connu ça une saison. Voilà. Comment, quand on a fait... parce que c'est vrai que la plupart des invités de ce podcast l'ont connu soit en formation, soit à leur début en pro. Toi, tu l'as connu sur la fin de ta carrière. Comment d'un coup on apprend et on doit s'adapter automatiquement à des gestes qu'on n'a jamais fait alors que... Et sur l'instant, les gardiens de but, on n'était pas très contents. Hein. Je sais pas s'ils en se rappellent, mais on se dit à chaque fois qu'il faut changer une règle, c'est toujours le gardien de but qui en pâtit. À un moment donné, on s'est même dit peut-être ils vont nous agrandir les buts. Hein. Donc voilà. Après, il a fallu s'adapter. Hein. Mais on avait des entraîneurs à l'époque qui nous demandaient le centième de ce que demande aujourd'hui un entraîneur à son gardien de but. Hein. Donc nous, c'était surtout la priorité, c'est de pas mettre en danger ton équipe. Donc il est arrivé, on le tapait dedans, quoi. C'était rare que s'il y avait le temps, on contrôlait, on essayait de jouer, mais bon, c'était rare quand même. Justement, tu le dis, l'évolution des règles, alors il y a celle-là, là maintenant c'est sur les pénaltys ou le gardien. Moi je crains qu'un jour ils nous agrandissent les buts. Non, je rigole, mais... Bah, ça a été évoqué par certains de dire mais c'est une prime à la maladresse. Il y a un moment donné... Je trouve que déjà, en ce moment, on demande beaucoup aux gardiens de but, et en contrepartie, ils sont pas valorisés comme ils devraient l'être. Donc il y a un petit décalage. Et justement, sur l'évolution du poste, là, alors on va faire un petit pas de côté, mais sur les pénaltys, quand tu vois tout ce qu'il faut faire maintenant pour un gardien, alors il faut qu'il soit sur sa ligne, ce qui oblige certains gardiens à partir derrière leur ligne de but, alors que le joueur, lui, peut s'arrêter, il peut ralentir dans sa course d'élan. En tant que gardien, quand tu vois l'évolution, quel sentiment tu as sur comment le gardien est considéré Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut du spectacle, donc on veut des buts. Donc ça emmerde tout le monde de voir un gars qui veut pas prendre de but. Là, je plaisante, mais bon, c'est un peu ça quelque part. Hein. Donc le problème, c'est que ce qu'on voit en haut est pas toujours faisable en bas. Donc quand je vois sur les terrains de foot amateur des entraîneurs qui demandent à leur gardien de but de repartir et d'essayer de casser les lignes sur la première passe, je me dis que les terrains difficiles, les ballons pas très bons, c'est quand même beaucoup leur demander. Et le problème, c'est que il faut bien savoir que quand un gamin il fait une erreur avec son pied, ça perturbe tout le reste, la tête, les mains, et on va dire bon, c'est pas un bon gardien, non, et c'est parce que t'as raté une passe que t'es pas un bon gardien. Donc je trouve qu'on leur demande beaucoup quand même. Mais est-ce que justement c'est pas aussi une façon de leur inculquer et qu'ils s'imprègnent dès le plus jeune âge de ces relances, et pas qu'une fois qu'ils soient en U15, U17, on leur dise... Mais il faut pas leur crier dessus alors. Ouais. Ou alors faut se lever s'il fait une erreur comme ça, le gamin, et puis se retourner vers les gens, les parents de l'attaquant, du milieu, non, c'est pas de sa faute à lui, c'est moi qui ai demandé, c'est ma faute. Ouais. Ça, parce que les gardiens de but dans les petites catégories, c'est hyper compliqué. Le gamin, il n'existe dans le groupe que par ses performances. Et souvent, comme je disais tout à l'heure, c'est le meilleur alibi de tout le monde. Hein. Donc s'il est pas bon, il est mis à l'écart du groupe. Et ça, faut faire très attention avec les jeunes gardiens de but. Il faut pas trop leur en demander non plus. Parce que après, encore plus dans un vestiaire d'enfants qui n'ont pas forcément ce recul-là. Ils font pas de cadeaux. Et ça peut être traumatique pour le jeune gardien. On va parler maintenant de l'équipe de France. Mais avant ce passage sur l'équipe de France, on va faire une petite série. C'est le podium de ta carrière. Si tu devais mettre un événement à la 3e place. 2 août 77, Furiani. Ouais. Ça, c'est mon premier match. Donc, un match important qui a marqué un peu tout le reste de ma carrière. Pour tout dire, pendant 20 minutes, je passe complètement à travers. Mais bon, il prend pas de but. Donc, Delionis marque. On mène 1-0, on rentre à la mi-temps. Alors, tous les anciens sont venus voir les petits. On croit en toi, accroche-toi, là. Je fais une très bonne deuxième mi-temps. On gagne 2-0. Et puis, bon, la carrière s'enchaîne comme ça. À la 2e place. Alors, c'est marrant parce que je vais en faire sourire quelques-uns. Juste avant la trêve hivernale, ma première saison, je me blesse et Yves Chauveau joue. Yves Chauveau fait 2 matchs et qui fait 2 bons matchs. Donc, en rentrant de la petite trêve hivernale, l'entraîneur Lucien Leduc nous convoque tous les deux et à moi, il commence à me dire bon, Jean-Luc, toi, t'es l'avenir du club. Alors, quand ton entraîneur te dit ça, tu sais que tu vas plus jouer. Ouais. Donc, t'as un peu les boules, mais t'acceptes. Et donc, il va annoncer ça aux anciens, Jean, Delio, Roland. Et les anciens disent non, nous, le gamin qui joue.
sans ça, peut-être que la carrière, elle est pas ce qu'elle est devenue. En tout cas, peut-être pas à Monaco. Peut-être pas à Monaco. Et à la première place de ce podium? Ma première saison, on est champion de France. Ça, c'est difficile de faire mieux. Concernant l'équipe de France, 9 sélections en bleu. Oui. Et globalement, à la bonne période, c'est-à-dire juste avant une Coupe du Monde et à la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a des gardiens qui parfois ont beaucoup plus de sélections, qui jouent jamais de Coupe du Monde. Toi, tu as moins de 10 sélections et tu joues cette Coupe du Monde-là. Non, mais attends, j'ai moins de 10 matchs mais avec la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ça paraît improbable qu'un gardien de but commence une Coupe du Monde avec une sélection et demie à son actif. Moi, c'était le cas. Une deuxième mi-temps contre la Grèce au Parc et un match contre la Bulgarie à Lyon. Et je lisais que sur justement ce stage et ce premier match amical, le calendrier a fait que, ce qui est assez un peu dingue maintenant quand on y réfléchit, c'était que la Coupe de France avait lieu le même jour ou le lendemain de votre match amical. Et donc du coup, les deux gardiens du PSG et de Saint-Etienne n'étaient pas en stage avec vous. Et Tout c'est pour ça qu'il y avait plusieurs gardiens qui avaient été... avaient pas pu postuler pour faire ce fameux match contre la Bulgarie. S'ils avaient été là, est-ce que j'aurais été pris? Je sais pas. En tous les cas, on était champion de France. Je me répète, champion de France, meilleure défense du championnat. Je me sentais pas illégitime quelque part. Donc, puis voilà, je fais un bon match et je crois que Hidalgo, en parlant avec Kurkovic, qui était l'entraîneur des gardiens de but pendant cette Coupe du Monde, ils ont dit, bon non, c'est lui qu'on va amener comme troisième gardien. Qui commencera la compétition. Mais... Ah non, mais ça, on savait pas. Ouais. Enfin, on va dire que c'était plus, je me rappelle de la une de l'équipe à ce moment-là, peu avant les premiers matchs de Coupe du Monde, c'était Barra ou Casta. Et comment tu l'appréhendes ce premier match de Coupe du Monde? Est-ce que tu es préparé et même est-ce que tu es prêt à ça? Ou est-ce que quand on te l'apprend, tu as ce moment de... Bah voilà, faut le digérer quand même, c'est une première Coupe du Monde avec le maillot de l'équipe de France, ou alors est-ce que tu es prêt et tu trouves ça naturel? Tu sens que ça va arriver, alors tu sais pas si tu es prêt ou pas. Après, c'est le match qui va dire si tu es prêt ou pas, hein, quelque part. Hein. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir senti comment je pourrais dire, une grosse pression. J'ai pas le souvenir de ça. Après, la pression, oui, je l'ai senti dans le tunnel. Avant d'entrer sur le terrain, on avait un grillage qui nous séparait des Anglais. Je les ai vus très grands, les bourgs. Très, très grands. C'est le souvenir que t'as de cet avant-match? Ouais. La chaleur, Bilbao, très, très chaud. Et ouais, je les ai vus très, très grands. Enfin, puis on prend ce but au bout de 26 secondes de jeu ou 27 secondes. Donc j'ai dit là, mon pauvre, ça va être compliqué cette histoire. Il y a mieux comme démarrage. Ouais. Et après, du coup, comment tu reviens entre guillemets dans ce match enfin, tu rentres dans ce match, même à 26 secondes, tu rentres dans ton match. Oui, on égalise et puis après Robson marque un deuxième but ou il marque le troisième et puis je me fais passer dessus sur un début anglais. Enfin, je fais pas un grand match en tous les cas, donc pas le match que j'aurais souhaité faire en tous les cas. Et c'est comme ça. Après, on choisit pas d'être bon ou moins bon en tous les cas. Mais tu gardes la confiance pour la suite de la compétition des... C'est marrant parce que avant le début de la compétition, on était à Saint-Cyprien avec toute l'équipe de France et un journaliste me pose la question à votre avis qui doit jouer, enfin bon, etc. La question un peu pas bidon mais un peu piège. Je dis en tous les cas celui qui va commencer, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Donc mais je savais pas du tout que c'est moi qui allais jouer. Mais donc voilà, ouais, Michel Hidalgo m'a gardé sa confiance. Voilà, j'ai enchaîné les matchs. France-Allemagne, c'est encore un traumatisme? Plus ça va, et moins ça l'est en tous les cas. Parce que c'est marrant parce que il y a pas très très longtemps, j'ai lu un truc sur un journaliste qui a décortiqué un peu l'arbitrage de M. Corvère pendant ce match. Et pendant les prolongations, mais à l'arrivée, on se dit bon, s'il y avait eu, c'est marrant parce que je dis Corvère, c'est le seul nom d'arbitre que je me rappelle, ça, quand même. Donc je suis incapable de te dire finale à la Coupe de France 85 qui était l'arbitre, je suis incapable de te dire, mais là je me rappelle. Bien sûr que c'est un peu notre faute quelque part. On était tellement euphorique. Franchement, pendant un moment, on a pensé on va leur mettre la rousse de leur vie. À 3-1, on était intenable. Et après, je pense
une personne a décidé autrement. Parce que le deuxième but de Rummenigge, juste avant la mi-temps des prolongations, il y a deux grosses fautes, une sur Tigana et une sur Giresse, je crois. Donc je pense qu'il a pesé beaucoup sur le... Alors je passe l'agression sur Patrick Battiston, hein, bien sûr. Mais il a pesé beaucoup quant au résultat de ce match-là. Et toi, quand justement sur cette sortie sur Patrick Battiston, toi t'es à l'opposé du terrain, mais t'es gardien. Donc quand tu vois cette sortie-là, qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que tu comprends tout de suite ? Est-ce que tu es loin, tu vois pas ? Au loin, tu comprends pas la gravité de l'action. Tu rouspètes parce que tu t'aperçois que l'arbitre siffle rien quelque part. Même si je trouve que dans ce match-là, si un jour tu le regardes, on est sage. Ouais. Aujourd'hui, c'est un match qui dégénère. On est sage, on dit rien après l'arbitre. On est hyper calme, quoi. Un peu trop, même, d'ailleurs. Je pense. C'est un regret, ça? Ah ouais. Sur le coup? Maintenant, oui. Aujourd'hui, oui. Accepter sans rien dire, quoi, quelque part. Je trouve. De s'être laissé faire, de pas avoir réagi. Oui, alors, il n'y avait pas la VAR, il n'y avait pas tout ça, évidemment, il n'y avait pas les ralentis sur les bancs de touffes comme peut y avoir maintenant. Mais ouais, c'est un regret aujourd'hui de ne pas avoir où était voir l'arbitre. Alors, je sais pas si ça aurait servi à quelque chose, mais en tous les cas, quand je te dis, le deuxième but des Allemands contre, juste avant la mi-temps des prolongations, il y a deux énormes fautes allemandes sur, je dirais, c'est Tigana, enfin, je me rappelle plus trop sur qui c'était, mais et là on dit rien. On n'a aucune réaction de mécontentement. Enfin, je sais pas. En tous les cas, aujourd'hui, c'est clair que c'est pas possible. Ce match, on n'aurait pas eu la même attitude. On dit rien. On se laisse, on se laisse faire quelque part. On n'a pas on était fleur bleue, mais on était l'équipe de France, hein, un peu trop joueuse, un peu trop. On n'a pas fermé le jeu. Puis je te dis, pendant un moment, le sentiment qu'on avait, c'est qu'on allait leur mettre une rouste. Et on avait envie de ça, quelque part. Il faut savoir qu'à l'époque, ce match était chargé de sens, quand même, hein. C'était un France-Allemagne. Il y a des gens qui avaient connu la guerre, enfin bon, etc., etc. C'était les petits Français contre les gros panzers allemands on allait leur mettre une rouste, ce qui était jamais arrivé, quelque part. Donc c'est vrai qu'on a, je comprends tout à fait quand Michel dit, si j'avais passé un an en Italie avant, ça aurait été autre chose, et il a raison. Et est-ce que ce match, émotionnellement, c'est le match le plus fort que tu aies vécu ? Oui, parce que j'ai vécu tout ce que tu peux connaître dans une carrière, en 2 heures. L'euphorie, la tristesse, la colère, enfin tout ce que tu peux connaître dans une carrière, tu l'as eu en condensé. Et est-ce que tu repenses encore un peu à ce match aujourd'hui ou pas ? Est-ce que tu penses plus aux victoires qu'à ce match-là et à d'autres défaites ? Mais est-ce que ça reste fatalement, t'es obligé d'y penser parce qu'il y a toujours quelqu'un. Hein. Tu vois, avec mes neveux, on a deux bars et un restaurant, et fatalement il y a toujours un gars qui dit je me rappelle, ouais, 82. Il y a toujours ou mon père ou mon grand-père m'a dit qu'en 82. Donc fatalement tu y repenses tout le temps. Après c'est plus à la globalité de ma performance à cette Coupe du Monde à laquelle je pense qu'il y a des moments spécifiques de cette Coupe du Monde. Je pense qu'on n'a pas vu le vrai Ettori en équipe de France. Pour moi. Enfin, pas le Ettori de l'ASM de cette saison-là. J'aurais aimé mieux faire, en tous les cas. Alors après, je suis pas en train de me flageller ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas ça du tout. Hein, content d'avoir fait cette Coupe du Monde, mais j'aurais pu apporter plus à cette équipe, c'est sûr. Le retour en France a été compliqué. Enfin, pour moi, la saison qui a suivi a été compliquée. Hein. J'étais un peu le vilain petit canard de cette équipe. Hein, donc, j'ai des sifflets partout. Donc, ça va que les dirigeants de l'AS Monaco avaient une grosse confiance en moi, donc il y avait aucun problème, mais à l'extérieur, c'était chaud. Tu t'y attendais ? Ou c'était une surprise à ce point-là ? Non, mais il y a eu une campagne de presse tellement importante que, bien sûr que je m'y attendais. Enfin, il a fallu faire face. Hein. Avant de parler de ta carrière de coach, alors une saison ou 6 mois en tout cas en tant que numéro 1, mais après surtout aux côtés de Didier Deschamps dans la belle période de l'AS Monaco, on va faire la partie sur le champ. C'est une petite rubrique sur le champ, c'est que tu dois choisir 5 gardiens, tu es entraîneur d'une équipe, tu dois faire un foot à 5, un meuf de foot à 5, et tu dois choisir 5 gardiens que tu as côtoyés pour faire cette équipe, lesquels tu prendrais ? Ah, je prends Barthès, bien sûr. Tony Silva. André Biancarelli pour sa grinta.
Parce qu'il faut toujours, dans une équipe à 5, quelqu'un qui... Alors après, que j'ai côtoyé, hein. Côtoyer ou affronter, ou même après, bon, côtoyer, si tu les as affrontés en Ligue 1 quand tu étais sur le banc de l'AS Monaco, ça peut... Ah ben, Lama, il y en a que je prendrais pas, c'est sûr. Mais je prendrais Greg Coupé. Parce que bon, ouais, il faut quand même des joueurs qui envoient un peu, donc... non, voilà. Concernant les entraîneurs que tu as connus, tu en as connu des grands, à l'AS Monaco, Arsène Wenger, Claude Puel, Didier Deschamps. Ouais. Alors là, c'est sur ceux que tu as connus quand tu étais dans le staff, mais il y a une sacrée brochette d'entraîneurs que tu as connus. Wenger, non. Non, en tant que joueur, Arsène Wenger, mais après, voilà, globalement, sur ton passage au Monaco en tant que joueur-entraîneur, tu as connu des entraîneurs qui ont eu après un gros parcours ailleurs. Qu'est-ce qui les différenciait et qu'est-ce qui était commun à ces grands entraîneurs? Commun, la passion du jeu. Et qu'est-ce qui les différenciait? Bon, c'est compliqué ça comme question, hein, quelque part. Hein. Pour ce qui est d'Arsène, quelque part, il s'est construit aussi avec l'AS Monaco. Ça a été un peu ses débuts dans un grand club, et puis on a vite senti que c'était la personne qu'il nous fallait à ce moment-là. Je crois que Jean-Louis Campora, le président de l'époque, avait eu le nez fin quand il a pris Arsène. Après, on a eu Jean Tigana qui a été champion aussi. Après, le passage de Claude, bien sûr, quelqu'un du club, quelqu'un de très consciencieux, passionné aussi, travailleur, et un enfant du club, donc fatalement, il allait réussir quelque part. Et puis Didier, un passé de joueur plus qu'imposant, important, puis qui découvrait le rôle d'entraîneur. Ça n'a pas été simple la première saison. Oui, parce que 3 mois avant ou 6 mois avant, il était encore joueur, il venait de prendre sa retraite en Espagne. Oui. Ça s'est fait, la première saison, on finit 15e, donc il a connu une saison compliquée. Après, bon, on a tout fait pour l'aider, et puis après, il a fait, alors j'allais dire les résultats. On a gagné une Coupe de la Ligue avec Didier. Bon, on a fait bien sûr une finale de Ligue des Champions, et surtout un parcours en Ligue des Champions complètement hors norme. Épopée, ouais. Hors norme, avec un groupe hors norme, donc c'était vraiment top ça. Et puis après Didier, il est devenu ce qu'il est devenu, hein, quelque part. Est-ce qu'ils avaient des demandes sur le poste de gardien spécifique, ou alors t'étais autonome? J'avais la chance d'avoir aussi bien Claude que Didier, des entraîneurs qui disaient, bon, nous on n'y comprend rien, fais ce que tu dois faire. Alors après, que ce soit bien clair, hein, c'est eux qui faisaient le choix, in fine, mais enfin bon, on en parlait en tous les cas. Et du coup, toi, quelle était ta méthode, quelle était ta façon de travailler, quelle était ta vision? Tu devenais entraîneur des gardiens, t'en avais pas eu, donc t'avais pas t'en avais pas forcément eu quand t'étais en club, donc t'avais pas eu au quotidien, t'en avais pas eu, donc t'avais pas de référentiel. Enfin, j'ai ramené. Mais t'avais ta carrière à toi, donc du coup, quel entraîneur de gardien tu étais quand t'as commencé dans ce poste? J'ai aussi découvert le poste avec les garçons que j'ai entraînés. Mais après, il y avait c'est sûr qu'il y a eu, je sais que Fabien, c'est parce que il a dit dans un précédent podcast que c'est lui qui m'avait sorti de. J'étais bien en plus. Moi, j'allais voir les adversaires qu'allait rencontrer l'AS Monaco, aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe. C'était un job sympa, hein. Et puis jusqu'au jour où le président Jean-Louis Campora m'a appelé pour me dire, voilà, Fabien a fait une demande. J'ai dit, merde, fais chier, Fabien. J'étais bien où j'étais. Non. J'ai pris beaucoup de plaisir avec Fabien, en tous les cas. Voilà, non, pour le recontextualiser, c'est vrai que Fabien, qui était à ce micro au mois de juin dernier, expliquait que lui, il avait un entraîneur des gardiens à l'Olympique de Marseille et que quand il arrive à l'AS Monaco, il n'y en a pas.
Et C'était Jean Petit, l'adjoint qui faisait office d'entraîneur de gardien. Voilà, et au bout de 5 mois ou 1 an, je sais plus, parce qu'il arrive blessé, et quand il se rend compte qu'il n'y a pas d'entraîneur de gardien, que ça lui manque, et il dit, mais il y a Jean-Luc Ettori qui est ici dans les bureaux, mettez-le sur le terrain avec moi, quoi. Et donc c'est là que tu commences à ce poste. Ouais, complètement. Et puis bon, c'est sympa de commencer avec Fabien aussi. Hein. Et en 97, donc voilà, j'ai commencé à l'entraîner comme moi on m'entraînait à l'INF avec Gérard Banil, et à Monaco aussi avec Gérard Banil. Donc, alors Fabien, il aimait surtout faire des droites-gauche. Puis je lui dis non, ça va, il va falloir avancer un petit peu, jouer un peu plus haut. Et puis voilà, après les exercices, ils s'enchaînent. Et moi, j'ai toujours été un gardien de but joueur actif, donc je voulais que j'ai eu la chance de tomber sur un Fabien qui avait la même pensée que moi du poste, donc c'était top. Et quand tu l'as vu arriver de Marseille, mais il était déjà champion d'Europe. Il sortait d'une saison en Ligue 2, en deuxième division, mais individuellement, techniquement, au niveau de ses performances, quelle image tu avais de lui avant de travailler avec, et quelle image tu as eu de lui au cours de votre parcours ensemble? Moi, je sais quand il était arrivé, je crois je sais plus quel gardien il a remplacé, c'est Pifto, enfin, la saison d'avant, ouais, c'est lui. Voilà. Qui était un peu l'antithèse, hein. Fabien, c'était deux Fabiens en plus, un qui était scotché à sa ligne, Fabien Pifto, hein, et un qui était beaucoup plus actif, beaucoup plus joueur qui avait une qualité qui est pas toujours évidente chez gardien de but, une grosse lecture des trajectoires, lecture du jeu, donc non, moi j'étais content quand je l'ai vu arriver. Après, bon, je suivais ça de loin comme spectateur. Et quand il a fallu m'occuper de lui, bon, bien sûr que sur l'instant, j'ai un peu pas rouspété, un peu plus pour le fun que j'ai rouspété, mais j'étais content. Et sur quoi il t'a impressionné? Sur sa capacité à vouloir toujours être très juste dans ses déplacements, dans ses prises de balles, sous son allure foufou. C'était quelqu'un de très exigeant envers lui-même déjà. Et ça, c'était top. Moi, j'ai adoré. Il a beaucoup parlé des séances assis que vous faisiez. Ouais, mais ça, c'est quand je sentais que il avait besoin de parler. Donc, on s'asseyait sur un ballon et on parlait. Mais ça lui faisait du bien. Et à moi aussi, hein, quelque part. Mais alors pourquoi, justement, là, c'est plus l'entraîneur, c'est plus l'humain au-delà du technicien du poste? Pourquoi toi, tu trouvais que c'était important de faire ces séances assis sur un ballon? Parce que c'est important que d'être bien d'abord. La priorité, c'est que d'être bien dans sa tête. Hein, et à un moment donné, si tu veux être bien techniquement, physiquement, si t'es pas bien dans ta tête, tu le seras jamais. Donc, moi, je trouvais ça très important à un moment donné d'échanger de tout, de rien. Ça nous est arrivé d'aller fumer une cigarette tous les deux, pas pendant les horaires d'entraînement, mais donc parce qu'il avait besoin de parler. Et moi aussi, des fois, j'avais besoin de parler. Donc, ça faisait du bien de pouvoir échanger avec des gens qui savent ce que tu peux ressentir quelque part. Que c'est pas toujours simple. Hein. Seul un gardien peut comprendre un gardien de but. Concernant l'AS Monaco, tu as été entraîneur principal pendant quelques mois. Ça m'a pas plu du tout. Alors, voilà, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a donné envie? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai entraîné mes potes, donc l'entraînement c'était une chose, mais c'était surtout pour moi qui a été hyper difficile, c'était les choix. Et ça, j'ai pas aimé du tout. Enfin, en tous les cas, j'étais dans cet instant-là, j'étais pas prêt à ça. Et il y a très peu d'entraîneurs principaux qui sont des anciens gardiens. Elibo, Philippe Montagnier, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui font cette bascule-là vers le poste de numéro 1. Est-ce que tu as une explication à ça? Est-ce que c'est une peur des dirigeants de confier le poste de numéro 1 à un ancien gardien parce que, entre guillemets, il est pas au cœur du jeu? Oui, mais il y a eu Dinosoft, il y a eu quelques-uns quand même qui ont fait une bonne carrière. Bon, je sais pas, peut-être que c'est... Pourtant, s'il y en a un qui a la chance d'avoir tout le jeu devant lui, c'est bien le gardien de but. Donc quelque part après je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a pas de raison pour que
un gardien de but soit pas un bon entraîneur principal. Mais c'est vrai que ils sont vite dirigés vers le poste d'entraîneur spécifique. Peut-être qu'ils poussent pas plus loin. Peut-être aussi. On ne peut pas ne pas parler de l'AS Monaco sans parler de cette épopée en 2004 qui vous a mené jusqu'à la finale de Ligue des Champions. Comment tu l'as vu avec Flavio Roma, cette épopée-là Flavio Roma en plus... Flavio Roma qui arrive 2 ans avant l'épopée. Il arrive 2002 ou 2003, ouais. Je sais plus. Et qui arrive de seconde division, de série B italienne. Et qui arrive vraiment un pur produit d'école italienne. Donc les 2 pieds quasiment dans les buts. Une grosse faculté à couper les trajectoires. Et en discutant avec Flavio, j'ai dit, tu sais Flavio, si tu joues pas un peu plus haut en France, ça va être compliqué. Les défenseurs, ils sont pas aussi exigeants, truqueurs en France qu'en Italie. Si tu vas pas un peu aider, ça va être... Mais si tu pars de trop bas, ça va être très compliqué. Donc mon premier objectif avec Flavio, ça a été de le faire jouer comme il avait l'habitude de jouer, mais 1m50 plus haut. Donc au début, j'ai un peu tâtonné jusque je lui mette des plots. Donc quand il est passé dans le but, il avait entre la ligne de but et sa présence 1m50 de plots. Donc il pouvait pas reculer. Donc et je lui ai dit surtout continue à faire ce que tu fais, mais 1m50 plus haut. Donc voilà. Maintenant j'ai pris beaucoup de plaisir avec Flavio parce que Fabien, il avait de temps en temps, il arrivait, il disait dis au coach qu'aujourd'hui je veux jouer dans le champ, je veux pas. Alors que il avait des passages comme ça, Fabien. Bon, quand il était dans le travail, c'était extraordinaire. Hein. Alors que tout Flavio, c'était, je vais dire besogneux, mais j'aime pas trop ce mot-là. Ça voudrait dire avec beaucoup de talent. Travailleur, mais avec du talent. Voilà. Un vrai travailleur. Donc, et puis, moi, je sais qu'il m'a amené plein d'exercices de l'école italienne, mais que j'ai mis à ma sauce. Avec Flavio, ça s'est très très bien passé. Et comment tu peux transformer, entre guillemets, un gardien, quasiment faire un cycle de formation, mais avec un gardien déjà qui est adulte, avec un enjeu de match tous les week-ends. Il n'y a pas forcément de temps pour transformer un gardien, lui faire apprendre ses nouveaux préceptes. Avec Flavio, c'était simplement lui faire comprendre que il fallait qu'il garde ce qu'il avait appris, mais qu'il le fasse 1m50 plus haut. Ça n'a pas été non plus un truc extraordinaire. Après, je pars du principe que en général, les gardiens de but sont des garçons intelligents, en tous les cas qui ont une intelligence pratique. Et bon, Flavio l'a vite compris quel était son intérêt pour exister dans le championnat français. Parce que tu vois, par exemple, actuellement, parmi les explications autour de l'intégration de Lucas Chevalier au PSG, par rapport à ce qu'il faisait à Lille, il y a cette explication que Luis Enrique et son staff lui demandent des choses qu'il doit intégrer. Et je pense qu'il a changé de méthode. Ouais. Aujourd'hui, tu t'aperçois que Chevalier, bon, il a beaucoup plus le genou à terre qu'autre chose. Donc, je suis pas sûr que la méthode qu'on lui impose à Paris, ce soit la bonne pour lui. Je pense que ses soucis viennent de là. En rigolant, mais Paris aurait pris 2-1 avec Chevalier, on n'aurait pas le souci, on se poserait pas la question du Chevalier d'aujourd'hui. Là, je le vois, il est en train de se robotiser au fur et à mesure, et ça me gêne parce que moi, je suis en admiration devant ce gars-là. En tous les cas, le Chevalier de Lille, extraordinaire. Et c'est vrai que aujourd'hui, je reste un peu sur ma faim. Et je pense que ils ont un vrai problème à Paris à ce niveau-là. Et ça, tu penses que le fait qu'il y ait des pays qui soient vraiment très marqués au niveau de la formation, alors que la France, il n'y a pas forcément de style, la France, on prend un peu partout. On a vu arriver la Croix. Ouais. Neuer, le premier, c'est Neuer qui a mis ça en place. Mais il a mis ça en place comme une intervention dans l'urgence. Le joueur, il va reprendre le ballon à une touche, ou il sort d'un dribble, tu sors, tu mets le plus de surface possible. Pourquoi pas? Ça, je suis d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, tu t'aperçois que tu as des gardiens de but qui font la croix, alors que le joueur qui arrive en face, il a la maîtrise du ballon. Et ça, c'est la pire des choses. Bah ouais, tu te mets en croix, tu pries, quoi. En gros, pour que le gars soit maladroit, qu'il te la mette dessus, mais tu t'aperçois qu'aujourd'hui, les joueurs, ils te la mettent juste, à un moment donné, juste ou entre les jambes, ou ils passent le pied en dessous le ballon, et il faut monter, et c'est but. D'une intervention qui peut être bonne dans certains moments,
à un certain moment. On en a fait une intervention qui est complètement, pour moi, pas inadmissible, je peux dire ça, c'est pas le moment, je cherche mon mot, tu peux m'aider. Le fait de trop la généraliser, pour toi, c'est plus un effet négatif et contraire qu'un gardien qui va plonger sur un face-à-face. Complètement. Aujourd'hui, je me mets à la place des joueurs qui courent avec le ballon. La première chose qu'ils doivent penser, pourvu qu'ils se mettent en croix, comme ça, je passe le pied juste en dessous du ballon, je la mets par-dessus. C'est en ça que je te dis qu'ils deviennent spectateurs, tu te mets, puis tu espères que... Dernière rubrique de cet entretien avant de passer au face-à-face, c'est la question mystère. Je vais te la faire écouter et après je te laisserai y répondre. Salut Jean-Luc, c'est un plaisir qu'on puisse parler de toi, qu'on t'interroge. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont se régaler à t'écouter. J'ai entendu que tu avais des restaurants dans la région de Tours. Est-ce bien vrai? Est-ce que tu as des adresses où on peut aller pour te croiser et se délecter? Bon, allez, au plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. Mika Landreau. Oui, ça, j'avais compris vite que c'était Mika. Alors, au-delà de ce goût pour la gastronomie, visiblement, vous avez la Corse en commun. Oui, il a joué à Bastia. Moi, je suis d'origine. Tori, c'est Corse. Donc, un jour, on s'était rencontrés. Il m'avait dit, j'aimerais bien que le jour de mon dernier match, tu viennes me faire l'échauffement. Le jour du dernier match où je bats ton record, tu viennes me faire l'échauffement. Donc, j'étais à Bastia. Donc, j'ai remis une tenue et je l'ai échauffé. Et justement, ce moment que tu as partagé avec celui qui battait ton record, est-ce que tu te souviens de cette journée? Comment tu l'as vécu? Ouais, c'était sympa. Franchement, c'était top. Top de passer un moment avec lui, de lui faire travailler les prises de balles. Non, c'était top. Alors, j'étais pas tout seul. Il y avait son entraîneur qui était là. Donc, mais j'ai trouvé que ce passage de témoin, en plus encore, c'était top. Et concernant ces restaurants... il vient quand tu veux, c'est pas loin. Il est sur Paris, Mika, ou pas? Alors, quand on s'est vu pour enregistrer l'épisode, on s'est vu à Paris. Donc, je sais pas s'il y vit, mais en tout cas, oui, il doit être souvent sur Paris. Parce que il n'a qu'à prendre le TGV et venir chez tonton Place Châteauneuf à Tours, il serait bien reçu. Et concernant ces restaurants, il y a celui ici à Tours. Il y en a, tu viens d'en ouvrir un à Cap d'Aille, près de Monaco. Le soleil te manquait? Ouais, le soleil, la mer. Et puis, on est à peine à 100 mètres du stade Louis II, donc c'est top. Ouais, je prends beaucoup de plaisir. Quand je descends, parce que bon, il y a plein de gens qui viennent, ou des nostalgiques, c'est sympa. C'est sympa. Et même toi, tu le disais tout à l'heure que les gens te parlent de 82 tout le temps. Je pense que quand tu es derrière le bar ici, c'est là qu'on t'en parle peut-être le plus. D'avoir ce contact avec les gens qui t'en reparlent, c'était aussi une occasion avec ce restaurant de rester au contact des gens et qui viennent... Ouais, parce que sinon je serais un peu ours peut-être, hein, mais c'est vrai que ça me permet de rencontrer les gens et puis de parler. Et c'est sympa. Il y a pas très longtemps, il y a l'association des supporters de Loire de l'AS Monaco. Ils sont venus manger là. J'ai passé 3 heures avec eux. Je me suis régalé parce que tu vois des passionnés, tu vois des gens qui font des kilomètres et des kilomètres pour encourager leur équipe. Donc je me dois. Et alors, quand je dis je me dois, on va penser que je me sens obligé. Non. Je prends beaucoup de plaisir à rester avec ces gens-là, en tous les cas. Dernière question concernant l'AS Monaco. C'est quoi cette malédiction depuis Daniel Subasic dans les buts de l'AS Monaco? On va parler de méthode? Non, mais ils ont les moyens. Ils ont un cadre de vie, tu l'as dit, qui est incroyable. C'est quoi cette malédiction chez les gardiens de l'AS Monaco depuis Daniel Subasic? Bon, Radicki a fait un match qui tient un peu la route. Qui a fait un match un peu sérieux là hier soir. À Paphos, ouais, on enregistre cet épisode au lendemain du match de l'AS Monaco. Donc, à Paphos, ce match nul. Donc on va lui laisser le temps. Mais je pense que depuis 4 ans maintenant, il y a eu 3 gardiens qui se sont succédés. Nebel, Cohn, Majeki. Et on s'aperçoit que dans les mêmes situations, ils ont les mêmes attitudes, ils prennent les mêmes buts. Donc est-ce qu'il faut accabler les gardiens de but? Quand on a un, on peut l'accabler. 2, 3, ça fait beaucoup. Est-ce que c'est pas aussi un problème de méthode? Je pose la question. C'est vrai que depuis Subasic, les gardiens à Monaco, c'est pas forcément le point faible, mais en tout cas, ça n'a pas été un point fort sur certaines épopées d'avoir un gardien. Moi, je pars du principe que les gardiens de but dans ce genre de club, ils doivent être décisifs, et c'est pas le cas depuis un moment à Monaco, en tous les cas. On va terminer cet épisode par le face-à-face.
une question, une réponse. Ton plus bel arrêt? J'en ai fait beaucoup, non, je sais pas. Ah. Bon, franchement, là, j'ai pas de réponse. Ce qui te fascine chez les gardiens? La faculté à endosser toutes les responsabilités qu'on leur met sur le dos. Ce qui t'énerve le plus chez un gardien? Sa passivité. Ce que t'aurais échangé dans ta carrière pour renverser le scénario de ce France-Allemagne? Ouh, drôle de question. Hein. Une Coupe des Alpes? Non, je rigole. Non, j'aurais aimé. Ton geste préféré? C'est pas un geste, c'était une attitude, un peu l'esbrouf. L'exercice que tu détestais? Les footings d'avant-saison. La Méditerranée, elle est plus belle à Marseille, à Monaco ou en Corse? En Corse. L'adversaire le plus coriace? Celui qui m'a marqué le plus de buts, c'est Vercruysse. Ton modèle? Marcel Aubourg. Le football d'aujourd'hui ou de ton époque? Ah, ça, c'est une réponse, je vais dire de mon époque, mais on va pas, je vais passer pour un vieux con, donc mais non, mais on était un peu des hommes, des gens comme tout le monde, parce qu'on était au milieu de tout le monde. C'est vrai que aujourd'hui, le système fait que tous ces jeunes sont devenus inaccessibles, et c'est pas forcément leur envie en plus. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien? Gérard Banide, il était gardien de but. Et le conseil que tu donnerais au Jean-Luc Ettori, né à Marseille? Je pourrais lui dire, écoute, parce que je suis parti de Marseille, il y avait 6 mois, hein, donc j'y retournais tous les ans voir mes grands-parents. Reste jusqu'à 20 ans, peut-être que tu veux jouer à l'OM, mais non, dans tous les cas, non, je suis content du parcours que j'ai eu. C'était pas toujours simple, mais il y a beaucoup de positifs par rapport au négatif. Eh ben merci beaucoup d'avoir retracé ce parcours à ce micro. Merci de nous avoir reçus ici à Tours. Et merci d'avoir partagé de ton temps pour revenir sur toute ta carrière. Pas de problème, quand vous voulez. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Merci de votre fidélité. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. L'exploration du poste de gardien continue. Plus de 35 invités ont déjà partagé les coulisses de leur carrière. En Ligue 1, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde ou au JO, dans différents sports, dans les années 80, 90, 2000 et tous ceux encore en activité. Alors n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, vos amis, à tous les fans de sport pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. D'ailleurs, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute pour ne rien louper de cette nouvelle saison du podcast. Mais aussi partagez-le, commentez-le, notez-le, c'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure. Vous le savez bien, le gardien doit parfois encaisser des chocs, mais autant ne pas les sentir passer. C'est pourquoi Decathlon a pensé à nous avec son sous-maillot de protection dédié aux gardiens. Vêtements hyper respirants, mousse de protection au coude et toujours avec une totale liberté de mouvement. C'est le sous-maillot parfait conçu par des gardiens pour les gardiens. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien du sous-maillot dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de la Voix des Gardiens. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Decathlon de soutenir le podcast et de vous avoir proposé ce nouvel épisode.